Bonjour, donc aujourd'hui nous allons continuer la suite ou la série des cours en ligne dans le cadre du projet Ariane Dièse qui consiste à introduire la création artistique dans le milieu scolaire. Mais pas seulement, pour moi ces cours sont destinés à tous ceux qui investissent ou ont envie d'investir la création artistique. Ma difficulté principale dans le support qui est proposé, donc des vidéos, est celle de donner une continuité à des sujets qui sont obligatoirement saucissonnés par le format vidéo. Et quand dans un rapport dialogique de cours, ce morcellement n'existerait pas. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, il y a des références à des vidéos antécédentes, et quelque part, je suis obligé d'annoncer des choses qu'on verra dans d'autres vidéos. Donc, pour un souci de précision, et je dirais même un souci de déontologie de quelqu'un qui transmette des informations, au départ, chaque vidéo peut sembler incomplète. Oui, c'est le cas. Chaque vidéo est incomplète parce qu'elle fait partie d'un corpus qui est quelque part connecté par différentes entrées. Donc, à chacun de vous d'avoir la patience de regarder une vidéo et je dirais pas de prendre des notes, mais de faire l'effort de connecter dans votre esprit des sujets, des arguments qui sont dits à un moment donné dans une vidéo et d'autres qui seront dits dans la vidéo antécédente ou dans quelques vidéos qui va suivre. Je suis obligé de dire ça parce que nous avons déjà touché la notion de musème, donc d'éléments porteurs de musique, qui sont divisés en sons, quand il y a un simple son qui est porteur d'une forme d'expressivité qui dépasse le signal acoustique, les sonèmes, quand il y a deux sons qui sont réunis par un double critère de causalité et de nécessité, d'où l'intérêt de voir certaines vidéos antécédentes. Quand on a les morphèmes, les éléments porteurs de forme, qui sont justement des groupements de séries de sons, ou des sonèmes, jusqu'à arriver à la notion des stylèmes, quand on a des classes de repères formées par des entités musicales complètes, des œuvres, parfois des cycles des œuvres, et que du coup on arrive à établir des liens cognitifs, mnémoniques, parfois gnoséologiques, entre un thème proposé dans un morceau et un accord ou un son qui est proposé dans un autre morceau, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on introduit la notion d'expressivité, car j'estime que l'expressivité est le but principal de la création artistique. Pour moi, la différence entre l'artisanat et l'artistique, l'avantage d'être sur une vidéo, c'est que vous ne pouvez pas dire non, mais vous pouvez taguer négativement ce que je dis. Mais en tout cas, la différence entre l'artisanat et l'artistique, c'est que l'artisanat, quelque part, c'est le savoir bien faire quelque chose. Je suis capable de faire un verre, de faire un cahier, autre chose. Et quelque part, est-ce que je m'y exprime? Est-ce que j'arrive à exprimer ma vie ou une partie de ma vie à l'intérieur d'un objet que je fais? L'artisan, quelque part, ou l'artisanat, a le droit de ne pas se poser cette question. Tandis que l'artiste, quoi qu'il fasse, a l'obligation de se poser cette question. Donc, l'expressivité est un sujet vastissime dont la création embrasse, je dirais, la totalité de la vie d'un artiste. Mais si la création est la façon de faire, le but ultime est l'expressivité. Alors pour vous parler de l'expressivité, il me faudra probablement 3 ou 4 vidéos, d'où la prémisse que je fais en amont. Il faut que je me réfère au modèle corporocentré, de la notion de sensation, émotion et sentiment, ou gratification entre autres, à la notion de désir, à la notion de considération, à la notion de stratégie, à la notion de musème que j'ai vu, et maintenant à la notion des dimensions et des tensions. Donc ce vidéo s'arrête et centré autour de la notion des tensions. À vous d'avoir la patience de regarder les autres pour achever ce que je peux vous transmettre sur la notion d'expressivité. Dans la musique écrite, aujourd'hui, vous avez le droit de me croire ou pas, mais il y a environ 24 paramètres existants qu'on peut classifier, qu'on peut nommer. Ce qu'on appelait à une époque la hauteur, aujourd'hui elle s'appelle la valeur nominale, le fait que j'appelle le do dièse, je l'appelle do dièse et pas ré bémol, c'est le fait que je nomme d'une façon, c'est la valeur nominale. La fréquence fondamentale perçue, ce qu'on appelle effectivement la hauteur. La fréquence fondamentale virtuelle, on n'en parle pas dans ces cadres, mais c'est quelque chose d'inhérent, une technique très précise de l'école de la musique spectrale. L'octave d'appartenance, c'est dans quelle octave je suis en train de jouer la note do dièse ou la note ré bémol. Le registre relatif de l'instrument est
est-ce que je suis dans le registre relativement aigu, par exemple de la contrebasse quand je joue le ré bémol en haut, ou est-ce que je suis dans le registre relativement grave du violon quand je joue le ré bémol. Donc c'est un tout petit exemple. Hein. Donc la valeur nominale, fréquence fondamentale perçue, fréquence fondamentale virtuelle, octave d'appartenance, registre relatif, 5 paramètres pour ceux qu'à une époque on appelait la hauteur. Donc si vous faites la même chose au niveau de la notion de la durée, la notion de l'existence, de la spatialité, vous avez dans la musique écrite sur papier, sur des portées, environ 24 paramètres. Imaginez-vous quand nous sommes dans la musique qui fait appel aux technologies numériques, dans lesquelles on fait intervenir la notion de traitement du signal par des techniques différentes. Du coup, le nombre de paramètres est quelque part psychologiquement infini. Non pas infini, mais psychologiquement infini. À chaque fois que nous sommes en mesure de penser une dimension, on a créé quelque part un nouveau paramètre. Du coup, qu'est-ce qu'une dimension? Il n'y a pas beaucoup de façons de définir une dimension. Une dimension, c'est un axe de signification. Si vous en connaissez une meilleure, vous me l'envoyez par Internet, s'il vous plaît. Un axe de signification, ça veut dire que c'est un axe qu'on dessine généralement de façon, on va voir, généralement de façon cartésienne, ça veut dire linéaire, droite, parce que ça simplifie. Mais on verra qu'en musique, ça n'est quasiment jamais le cas. Des significations, ça veut dire qu'on met un signe ou un symbole dessus, et ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que si je mets quelque chose au-dessus, là, et quelque chose avant ou après, ça veut dire soit qu'il est plus grand, soit qu'il est plus petit. Donc un axe de signification, ça veut dire que du moment que je l'utilise, je peux interpréter quelque chose que je positionne au-dessus. Les dimensions dans la nature n'existent pas. Ça, c'est comme Père Noël. Quoi, les 3 dimensions, la largeur, la profondeur, non, ça n'existe pas. Mais quoi, Einstein qui a introduit le temps, ça n'existe pas. Nous décidons, parce qu'autrement, Newton serait complètement barjot, parce qu'il a oublié le temps. Einstein aujourd'hui serait complètement barjot, parce que sur la théorie des cordes, on a environ 11 dimensions, dont 2 recourbées sur elles-mêmes. Je ne m'écris plus ce que ça veut dire, mais en tout cas, en fonction de certaines théories mathématiques qui dépassent aussi la théorie des cordes, aujourd'hui on arrive parfois à 28 dimensions pour définir un point dans l'espace à un instant donné. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Les dimensions sont des abstractions mentales aptes à définir des phénomènes. Si je dois définir un meuble dans ma maison, j'utilise les 3 dimensions. Est-ce que le meuble rentre dans la porte, dans la cage d'escalier, dans mon séjour, j'utilise des dimensions physiques fondamentales pour délimiter un corps solide, qui sont donc la hauteur, la profondeur et la largeur. Et je suis tout content. Mais si je travaille dans la trajectoire des objets, et notamment je dois envoyer un satellite dans l'espace, il se peut que ceci est suffisant, mais peut-être je vais me référer à certaines théories einsteiniennes. Et si je travaille dans quelque chose qui va encore plus loin, je vais me référer à des théories qui élargissent le nombre de dimensions. Pour vous dire du coup que, en fonction du phénomène étudié, notre capacité de raisonnement est tout à fait apte à imaginer, à inventer quelque part des dimensions qui s'avèrent efficaces pour étudier un phénomène. Donc, en musique, combien de dimensions nous avons? Je vous le dis tout à l'heure. En tout cas, le chiffre 3 ne veut rien dire en musique. Et en tout cas, pour chacun des paramètres que vous arrivez à imaginer, il y a une dimension. Donc, si je vous ai dit, dans la musique écrite, il y a environ 24 paramètres, je crois même précisément 24. Dans la musique électroacoustique, il y a un nombre psychologiquement infini. Donc, combien de dimensions? À chaque fois que vous introduisez un paramètre, vous avez touché une nouvelle dimension. Les dimensions, ont obligatoirement une direction pour nous, y compris les dimensions, je ne les ai pas dessinées ici, mais qu'on appelle circulaires. Il y a des cas extrêmement limités. Ça concerne l'algébrique circulaire ou modulaire, le modulo 12, pour savoir que tous les 12 demi-tons tombent sur la note Do, ou la note Do dièse, ou la note Ré. Le modulo 7, si on utilise seulement les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et que la 8e note, on est sur l'octave, qui est justement la reprise de la note Do. Donc, mis à part la lecture modulaire, qui est donc circulaire, et on le verra peut-être dans une autre vidéo, quand on verra la notion de la temporisation. Donc, ce n'est pas nécessairement circulaire, mais c'est un circuit qui revient sur elle-même. Les dimensions sont avec une direction. Elles peuvent être linéaires ou non linéaires. Ça, c'est le plus important. Pour tous ceux qui ont travaillé un minimum dans l'acoustique, à la fois instrumentale ou dans l'acoustique par des moyens électroacoustiques, le volume est loin d'être linéaire. Alors, pour un instrumentiste,
faire du pianissimissimo au fortissimissimo, c'est une vision linéaire. Oui, sur le papier, on fait un crescendo qui se veut linéaire. Mais pour l'instrumentiste, le clarinettiste typiquement, parce que le clarinette la clarinette comme d'autres instruments avant, il faut compenser la puissance du corps pour donner une perception linéaire. Alors, si la perception est linéaire, ça ne veut pas du tout dire que nécessairement la dimension sur laquelle un paramètre évolue, lui, la dimension, pardon, elle est linéaire. La variable, ce qu'on appelle un paramètre dans d'autres langages, la variable est quelque chose qu'on met sur une dimension donnée et que quand on la fait bouger, ça veut dire quelque chose. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc quand on dit une note est plus aiguë ou plus grave, ça veut dire que dans notre esprit, il se crée une dimension dans laquelle plus aigu, ça veut dire quelque part plus par là, plus grave, quelque part plus par là, ou plus vers le haut, plus vers le bas. Peu importe l'axe, si vous voulez, dans lequel vous axez, désolé pour la tautologie, la dimension. Mais il est clair que il y a des variables qu'on appelle monodimensionnelles, c'est-à-dire qui évoluent dans votre esprit seulement dans une dimension. L'exemple que je viens de donner à l'instant, la hauteur, ou la valeur nominale, j'aurais envie de dire, ou la fréquence fondamentale perçue, encore mieux. Mais il y a des dimensions ou des variables, qui sont multidimensionnelles. C'est-à-dire que quand je fais évoluer sur un axe ma variable, automatiquement sur d'autres axes, elle a évolué. Autrement, vous ne savez pas ce que vous faites. Je vous donne un exemple qui est très très peu connu, toujours en musique, encore moins, je dirais, dans certaines musiques dites qui se veulent savantes. Hein. La dynamique n'est pas l'intensité et qui n'est pas le volume. Ça, c'est un des exemples. Dans une autre vidéo, je vous ai parlé des fautes de catégorie ou des simplifications ou des confusions. Si c'était la même chose, pourquoi développer trois termes différents? Pourquoi on a le volume, la dynamique et l'intensité, hein? Alors ça rentre dans une classe des repères qu'aujourd'hui, moi, je préfère appeler la présence. Alors, la présence, d'abord, c'est le volume, c'est la quantité d'air qui est mise en vibration par un corps vibratoire. Donc, c'est ce qu'on appelle le volume, ça se mesure en décibels, et qui est monodimensionnel. À tel point que quand je monte le volume, je fais appel à une seule dimension. Et même voilà, c'est l'exemple, quand je bouge le paramètre volume, je multiplie les signaux. J'ai besoin d'une seule variable pour augmenter le signal. Quand je parle d'intensité, je me réfère de façon épistémologique, avec quelle puissance je dois produire un son. Et donc, ceci, ça s'indique avec des symboles maintenant très ataviques, qui sont très, très historicisés, très sédimentés. Pianissimo, piano, mezzo forte, fortissimo, fortissimissimo. Demandez à un contrebasson de faire un fortissimissimo, le pauvre, il jouera autant qu'il peut. Le volume qu'il va produire, ça sera toujours quelque chose de relativement faible. Demandez à une trompette de faire un fortissimissimo, du coup, et pourtant c'est la même intensité écrite. Du coup, il y a la notion de dynamique. La dynamique est une variable, alors, autant le volume est monodimensionnel, autant l'intensité est monodimensionnelle. Alors le volume, l'intensité, c'est un des rares exemples de linéarité. Pour nous, ça évolue entre le 0 et le plus fort possible, ça évolue quelque part pour ceux qui écrivent de façon linéaire. Mais si moi je suis un trompettiste et je dois jouer avec un flûtiste, la même note écrite, et que c'est marqué mezzo forte au flûtiste et au trompettiste, qui va faire le plus d'efforts dynamiques? Parce que la dynamique est la quantité d'énergie du corps, c'est le contraire de la statique. La dynamique, dans la physique, ces mots existent pour différencier des actions. La dynamique est ce qui me met en mouvement, quelle quantité de mouvement je dois produire pour obtenir un résultat. Moi, flûtiste, moi, trompettiste, je vais avoir deux dynamiques différentes. Donc, la dynamique n'est pas seulement la quantité d'énergie, mais quelle qualité du geste je vais faire. Donc, quand j'écris, par exemple, je prends un autre exemple, un trémolo pour le violoniste, le plus faible possible, pianissimissimo, mais un trémolo à la pointe, là je lui demande une intensité faible, pianissimissimo, un volume qui restera aussi faible, mais une dynamique très forte, parce qu'il sera obligé de faire un geste très tonique, très particulier. Ça c'est un exemple donc d'une vision multidimensionnelle. Quand on écrit, très souvent on oublie, on pense à la linéarité du monde, rien est linéaire,
ou quasiment rien est linéaire dans la vie musicale. Donc il y a des paramètres qui sont multidimensionnels. Et quand dans certains logiciels vous bougez le temps des réverbérations, typiquement dans n'importe quel plugin de réverbération, vous n'êtes pas en train de bouger. Oui, pour vous c'est linéaire parce qu'on le fait de façon linéaire, parce que l'ergonomie des interfaces nous prend tous pour des crétins. Okay, mais en fait vous êtes en train de bouger une série de paramètres qui sont connectés de façon multidimensionnelle. Donc, important de savoir, nous créons les dimensions de la nature n'existent pas, nous savons en trouver certaines qui nous permettent d'expliquer des phénomènes. Okay, quand on utilise un plugin de réverbération, parfois on a une bonne quinzaine de paramètres à gérer pour obtenir un résultat donné. Et pour certains, ce serait « Ah, la salle sonne réverbérante ». Oui. Les dimensions peuvent être linéaires, non linéaires. Les paramètres sont ou monodimensionnels ou multidimensionnels. Les tensions sont la différence du potentiel entre les paramètres. Ça, c'est la façon la plus simple de pouvoir définir qu'est-ce qu'une tension. C'est-à-dire, à la base de l'expressivité, donc là j'ai fait un saut vers une vidéo que vous allez voir un autre jour. À la base de l'expressivité, il y a plein d'entrées possibles, plein d'axes d'entrée possibles. Mais il y en a une qui est incontournable, qui est la notion de tension. Quand on dit de façon un peu banalisée, quelle tension qu'il y a de cette pièce de musique. Hein, ça veut dire fondamentalement que, en tout cas pour quelques dimensions de mon esprit, j'ai repéré une différence de potentiel. Donc, de façon très schématique, hein, parce qu'encore une fois, notre cerveau ne va pas comme ça et on ne peut pas limiter. Souvent, les exemples que je vous montre, c'est comme si on faisait une radiographie à un instant donné d'un schéma simple. Donc, vous imaginez la déception quand on est face à une œuvre complète, quand on est face à l'opus d'un artiste, c'est-à-dire on doit analyser parfois plusieurs pièces, hein, et quand on est face à des pièces pour une grande formation orchestrale ou pour des grandes pièces acousmatiques ou quand on est face à un groupe rock, ce que je vous dis là reste vrai, mais reste l'échantillon cérébral pour que vous compreniez les raisonnements qu'on fabrique. Okay, donc il faut avoir la capacité de le translater sur des dimensions beaucoup plus rapides que sont celles de notre esprit. Donc, en musique, moi je peux repérer 5 formes de tension. Là, je vous invite réellement, si vous en trouvez une 6e, vous m'écrivez. Hein, pour Victoire, Ina et Mathis, pareil. Si vous en trouvez une 6e, je vous invite à dîner, parce que vous m'aurez appris quelque chose que je cherche depuis longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 5. En tout cas, à présent, je peux formaliser 5 formes de tension inhérentes à la musique. Les premières sont ce que je nomme les tensions internes. Ce sont des tensions qui sont internes à un son ou à un sonème. Évidemment, elles ne sont pas très nombreuses et on pourra les analyser peut-être calmement, mais dans ce cadre qu'on s'est imposé, je vous donne surtout les définitions. Après, ça sera dans les exemples qu'on produira qu'on pourra s'y retrouver. Mais sachez que dans un accord, okay, il y a des tensions qu'on dit internes à l'accord, que très souvent on appelle ça dans un langage un peu daté, consonance, dissonance, brillance du timbre si on veut utiliser des formes d'expression un peu plus à la mode, ou inharmonicité, harmonicité, symétrie parfois, okay, parfois présence, puissance, et ainsi de suite. En tout cas, ce sont des tensions qui pour notre esprit sont internes à un phénomène donné, qui ne peut être segmenté que par son début et sa fin. S'il est segmentable plus que par son début et sa fin, ce n'est plus une tension interne, mais ça devient des tensions externes. C'est-à-dire des tensions qui réunissent plusieurs sons entre eux dans le temps, ou plusieurs, je dirais, sonèmes. Donc, autant les tensions internes existent au niveau des sonèmes, autant les tensions externes existent obligatoirement au niveau des morphèmes, en tout cas de séries de sonèmes. Donc quand on dit que, je ne sais pas, là, on peut calculer la tension harmonique d'une série d'accords. On peut, et d'ailleurs on le sait depuis l'histoire de la musique, que certaines relations sont plus tendues que d'autres. Okay, le passage entre le premier degré et le sixième degré, okay, donc dans le groupe de la tonique, on peut dire qu'il est en tension relativement faible que plutôt le passage sous-dominante, dominante, qui a un mouvement parce qu'il n'y a quasiment aucune note en commun. Donc ça c'est quelque chose de très historique, de très daté. Si vous avez n'importe quelle conscience de la musique qui se déploie dans le temps, vous pouvez parfaitement identifier énormément de tensions
externes qui relient, par exemple, le profil mélodique, non pas encore à la mélodie. Le profil mélodique, vous prenez les troisième concerto pour piano orchestre de Rachmaninoff, le début, vous allez voir comment le profil mélodique du thème augmente ces tensions externes du thème au fur et à mesure que le thème est dévoilé. Et que si on prend le début de la troisième symphonie de Beethoven, les accords de tout début, on peut parler des tensions internes, mais les tensions externes arriveront quand le thème est déployé. Alors, souvent, ça c'est un héritage de certains logiciels qui permettent effectivement, on peut calculer, on le verra tout de suite après, on peut calculer les tensions, c'est un avantage, parce que quand on peut calculer les tensions, c'est un peu comme la tension artérielle, du coup on peut l'utiliser de façon opératoire pour produire de l'expressivité. Ça ne veut pas dire qu'on produit nécessairement de la belle musique, le mot belle musique, je voudrais qu'il disparaisse dans notre planète, le joli dans l'art est le pire compliment qu'on puisse faire à quelqu'un. Okay. L'expressif fait appel à la laideur, et la laideur fait appel à des tensions qui parfois sont le désagréable. Le désagréable, le laid, le dégoût en art existe. Autrement, on ne pourrait pas interpréter certains passages de Beethoven, qui pourtant étaient dans une période classique. Après, nous avons, quand nous sommes les tensions, donc les tensions internes, c'est quand on est dans les sonèmes, les tensions externes, quand on est dans les morphèmes, mais quand on est dans des morphèmes particuliers qui pour nous sont clos. Donc un morphème pourrait être une série de notes, qui virtuellement continue à l'infini. Mais quand pour nous, cette série série de notes devient un groupe de notes, techniquement quand on appelle un thème, c'est un vieux terme, mais qui peut avoir du sens encore aujourd'hui, on parle de tensions morphologiques internes, qu'il ne faut pas confondre aux tensions internes. Les tensions internes sont juste celles de sonèmes, quand il y a deux sons l'un avec l'autre. Okay. Les tensions externes, c'est quand il y a une série de sons. Les tensions morphologiques internes sont celles qui sont internes à un thème. Okay. Par exemple, des rapports il y a un thème par exemple avec une polyphonie interne, du coup c'est les tensions qui sont créées par les deux thèmes en même temps. Non pas les deux thèmes, les deux sujets, par exemple les deux lignes mélodiques en même temps. Okay. Dans ces exemples que je vous ai proposés là sont des exemples quelconques. Donc il y a un thème A qui a un certain type de tension morphologique interne et un thème B qui possède un certain nombre de tensions morphologiques internes aussi. Et qu'est-ce qui se passe quand on compare le thème A avec le thème B, chose qui a lieu en permanence dans notre esprit, on produit des tensions morphologiques externes. C'est-à-dire, on est en train de comparer non pas comment un thème se comporte et toutes les tensions qui sont internes à lui, mais comment les tensions de ce thème se comportent avec un autre thème. Donc on est sur des classes de repères beaucoup plus étendues. On peut revenir à notre vision du monde qui est celle qui est basée sur la mémoire échoïque et qui est celle qui est basée sur la notion des sensations, éventuellement des émotions, pour faire des rappels à des vidéos antécédentes. Alors, il est clair que les tensions internes, elles sont de l'ordre de la sensation, okay, et obligatoirement dans la mémoire échoïque, obligatoirement, voire même à un stade pré-échoïque, on pourrait dire. Les tensions externes, on est obligatoirement encore au niveau de la sensation, okay, et obligatoirement dans la mémoire échoïque. C'est-à-dire, je suis en train d'écouter une série de sons et je détecte ou je perçois un certain nombre de tensions. Quand je suis dans les tensions morphologiques internes, là, je ne suis plus du tout au niveau de la sensation, mais je suis au niveau de l'émotion. Et il est très probable que je suis sorti de la mémoire échoïque. Ça veut dire que j'ai mémorisé un thème qui était un flot de notes, de choses sonores qui arrivent. Je les ai groupées, je les ai mémorisées. Donc, je suis hors de la mémoire échoïque. Je suis dans la mémoire à médium terme. Je suis obligatoirement, non pas dans un niveau de la sensation, mais au niveau de l'émotion. Et c'est à ce stade que vous comprenez, le niveau et la hiérarchie des comportements est très différente. Okay. Et donc là, il est clair que quand je sors du niveau de la sensation, je suis à l'intérieur des modèles corporo-centrés. C'est quelque chose qui est intégré à moi depuis ma naissance, voire même avant la naissance. Et quand je suis dans les tensions morphologiques externes, je suis obligatoirement, ça veut dire que je suis en train de comparer les tensions d'un thème qui est dans une pièce, par exemple la section A d'une pièce, avec le thème qui arrive à la section B de la même pièce, mais pourquoi pas avec la section A d'une autre pièce, parce que je peux le faire cognitivement. Donc je ne suis plus du tout au stade émotionnel, mais je suis au stade des sentiments, la vision que je vous ai donnée dans une des premières vidéos qu'on a vues. Et en tous les cas,
pas du tout dans la mémoire à médium terme, mais dans la mémoire à long terme. Je fais appel à ma culture musicale. Donc je fais appel à d'autres classes de repères beaucoup plus étendues. Et quand je compare les tensions internes, qui sont les sonèmes, les tensions externes, qui sont des séries des sons, les tensions morphologiques internes, un thème, les tensions morphologiques externes, les tensions entre plusieurs thèmes. Quand je compare ces 4 tensions avec la pièce que je suis en train d'écouter, on appelle ça des tensions dialectiques. Et c'est un stade encore plus évolué, ça me gêne de dire, encore plus étendu, on va dire, du stade sentimental et du stade donc de la mémoire culturelle, donc de la mémoire à long terme. Pour ceux qui voient cette vidéo à partir de cette vidéo par rapport aux autres, je vous renvoie aux vidéos antécédentes dans lesquelles, quand je dis sentimental ou émotionnel ou sensationnel, donc le mot sensation, émotion et sentiment, je me réfère aux recherches de Damasio, qui a reformulé des termes relativement datés, ou relativement, on va dire, sédimentés, pour les articuler avec toutes les expériences que depuis les années 80, on a pu faire dans le cadre neurologique, cognitif et physiologique. Donc nous avons du coup 5 catégories de tensions qu'on peut mesurer, qu'on peut analyser, qu'on peut manipuler de façon opératoire en fonction du contexte. Il y a des outils qui me permettent de valoriser certaines tensions quand je les souhaite, qu'elles soient dans n'importe quelle hiérarchie, interne ou dialectique. Et c'est à l'artiste ou au créateur de chercher les éléments porteurs des tensions. On sait que les éléments porteurs des tensions véhiculent, ou peuvent en tout cas véhiculer, l'expressivité. Et on sait parfaitement que là où il n'y a pas de tension, je reformule la phrase. Nous n'avons aucune certitude que là où il y a des tensions, il y a de l'expressivité. Mais nous avons une certitude, c'est que là où il n'y a pas de tension, il n'y aura jamais de l'expressivité. Et donc, il est important de pouvoir maîtriser les tensions, ces 5 niveaux de tension, afin de produire des objets musicaux expressifs. Je viens de percevoir des fautes de frappe, vous pardonnerez des fautes de toutes sortes, dans mon langage français oral et dans mon langage écrit en anglais. C'est la beauté des produits quelque part low cost. Donc, quand j'ai commencé à réfléchir autour de la création et de l'expressivité, j'avais un besoin assez fort de me confronter avec des maîtres des écoles dont je sors quelque part, qui avaient bien avant moi réfléchi à ces sujets. Et qui avaient réfléchi à ces sujets, notamment dans une période de l'histoire de l'Europe assez catastrophique. Luciano Berio et Pierre Boulez avaient strictement le même âge, étaient tous les deux nés en 1925, Stockhausen légèrement plus jeune, mais tous les trois, parmi d'autres, j'ai eu simplement la chance de m'articuler avec ces 3 grands maîtres du XXe siècle. On va dire, ils sont nés autour des années 20, si on veut simplifier. Donc ils sont nés après la Première Guerre mondiale, très important. Et ils ont vécu donc le passage entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale et cette catastrophe immense qui a été chez nous en Europe, et pas seulement en Europe, mais on parle en stricto sensu de l'Europe, de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, eux, ils ont décidé de anéantir les langages existants, parce qu'ils avaient vécu des ruines sociologiques, et dans cette forme d'anéantissement du langage d'avant, donc sachez qu'il y a des interviews, vous tapez Berio Baboni, Boulez Baboni, Stockhausen Baboni sur le net, vous tombez sur des vidéos YouTube qui vous permettent d'écouter les interviews que j'ai réalisées avec ces 3 grands maîtres. Et tous les 3, donc, ils ont bien exprimé leur volonté, quand ils étaient jeunes, de redéfinir les langages musicaux par nécessité, pour volonté. Donc ils ont abandonné bien entendu la tonalité, la atonalité, et ils avaient embrassé, peu importe ce qu'ils avaient embrassé, que ce soit le sérréalisme ou d'autres choses. Là, j'ai pas eu la chance d'interviewer Xenakis, malheureusement, parce que je n'ai jamais rencontré, non pas non plus Ligeti, donc on aurait eu d'autres visions du monde, non plus Cage, donc je l'ai limité simplement aux personnes avec qui j'ai pu dialoguer. En tous les cas, tous les 3 avaient bâti leur formation culturelle sur Wittgenstein.
le Tractatus de Wittgenstein, dans lequel il définit que tout ce qui est sémantiquement transmissible verbalement, donc par la logique, peut être dit. La parole est porteuse d'une sémantique du langage. Mais tout ce qu'on ne peut pas transmettre par la logique, du coup, ça appartient à ce que Wittgenstein appelle le mystique, et donc il vaut mieux se taire quand on est face au mystique. C'est-à-dire, je dis avec d'autres mots, est-ce que la musique est porteuse d'une signification sémantiquement partageable? Est-ce que dire do, ré, mi, fa, sol veut dire quelque chose, et sol, fa, mi, ré, do, ce serait l'opposé? Non. La réponse est non. Hein. Donc, pour Berriot, pour Boulez, pour Stockhausen, il n'y avait pas une sémantique de la musique. Elle n'existait pas. Il n'y a aucun problème. Okay. Simplement, dans les années 80, tout un tas de recherches qui aujourd'hui, on est quasiment un siècle presque après leur naissance, la naissance de Boulez et de Berriot, et on est 40 ans presque après, quelques années près, de certaines recherches réalisées autour de neurones miroirs, autour de formes de langage autocorrigé, donc de tout un tas de connaissances qu'on a maintenant du cerveau, qui effectivement ont changé, même la philosophie a dû changer mode opératoire. On est à quelque part à plus d'un siècle de la naissance de la psychanalyse qui a envahi une autre vision du monde qui fait qu'avant on avait des visions, on dit dures du monde. La philosophie est une science dure. Quand la philosophie dit ceci est un verre, il doit rester tel. Elle ne peut pas, dans un traité, dans le deuxième tome de la philosophie, je me suis trompé, ce n'est plus un verre. Okay, ça s'appelle de l'inconsistance. Tandis qu'en psychanalyse, on appelle les psychanalyses plutôt, les écoles psychanalytiques, des sciences molles. Hein, ça ne veut pas dire que du coup elles n'ont pas de consistance, au contraire, qu'elles s'adaptent en fonction du cadre, du contexte, des époques, des modes, je dirais, non pas des modes tels qu'on vit la mode du vêtement, mais les modes qui influencent les sociétés, qui influencent du coup les générations. Et du coup, si on applique la même méthode lacanienne sans considérer qu'aujourd'hui il y a des textos qu'on envoie et qu'on pense encore avoir un rapport épistolaire par la poste, on serait en décalage par rapport, donc c'est ça que j'appelle le phénomène de mode. Okay. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, du coup, nous on sait parfaitement, et quand je dis on sait, ça veut dire que les sciences à la fois dures et l'épistémologie, qui est une science forcément dure, on sait que nous avons 3 niveaux de sémantique au niveau du langage verbal. Okay. Donc si je reste à ce que Boulez, Berriot, Stockhausen disaient non, il n'y a pas de sémantique de la musique, parce qu'on ne peut pas en parler de façon logique. Donc du moment qu'on ne peut pas en parler de façon logique, on ne peut en parler que de façon mystique, voire Stockhausen d'ailleurs, lui-même. Okay. Alors, il vaut mieux ne pas en parler. Et donc, ces 3 niveaux sont la logique, la sémantique logique, celle qui est très connue comme la sémantique indépendante du langage, celle qui me permet de dire je ferme la porte. Si je dis je ferme la porte, je peux le traduire dans plusieurs langues. Io chiudo la porta, I close the door. Et quelque part, il y a un certain niveau de compréhension qui est traduisible, on va dire, de façon unanime. Il y a un langage privilégié pour ça, qui sont les maths, et ceux qui ont accès au code d'une formule mathématique, ceci que je sois italien, français, chinois, marocain, malgache ou autre, ceci veut dire une chose exacte. Et c'est la base de la traduction de certains protocoles, typiquement d'échanges commerciaux. On est sur des bases de logique arithmétique. Okay. Mais si je dis la phrase suivante, qui est très connue, Pierre Boulez a claqué la porte du GRM. Ah, il a fermé la porte. Ça, on peut dire, il a fermé la porte. Si je reste à un niveau sémantique de base. Alors, mais là, il y a 2 visions. Pour la vision à la Pierre Boulez, je claque la porte du GRM, ça veut dire je vais parce que je ne partage pas leur esthétique. Si je regarde la chose côté GRM, il est parti quelqu'un qui n'avait rien compris de ce qu'on faisait. C'est-à-dire, il y a 2 interprétations différentes. Ça veut dire que du coup, on s'adresse à ce qu'on appelle la sémantique psychologique, c'est-à-dire à une lecture qui va au-delà de la simple signification de quelque chose a eu lieu, de la simple traduction. C'est le cas de la poésie, par exemple, plus que des romans, on va dire. La poésie, si autant je peux traduire un roman dans une langue à l'autre,
avec certaines difficultés certaines, mais dans lesquelles la narration du roman reste la même, on peut dire comme ça, ou un article d'un langage à l'autre, autant pour traduire une poésie d'une langue à l'autre, je dois être poète. Je suis obligé dans une forme et je dois être poète bilingue. Je dois maîtriser tellement bien les deux langues, que je peux lire l'italien, écrire en italien, lire et écrire le français, et du coup, quand je fais la traduction de la poésie, c'est pas mot par mot, mais j'essaie de traduire par rapport à la culture française et à la culture italienne, tout un tas de métaphores que peut-être je dois rallonger ou allonger ou déformer des phrases parce que ça ne voudrait rien dire dans la langue dans laquelle je traduis le contenu. Et on connaît aussi bien la sémantique cognitive qui est très connue dans les religions. Hein. C'est-à-dire quelque chose dans lequel, quand Dieu ou Jésus monte aux cieux, est-ce qu'il avait des ailes, hein? Donc si je reste dans une logique, est-ce qu'il avait une propulseur? Est-ce qu'on l'a balancé, hein? Donc si je reste dans une logique arithmétique, ça veut dire qu'il est monté, bon, je ne vais pas très loin, ok? En plus ceux qui sont dans l'hémisphère sud, les pauvres, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Donc c'est-à-dire dans une logique de la topologie, le nord et le sud, il faudrait voir ce que c'est. Parce que le ciel reste toujours vers le haut dans tous les cas, ok. Et si je reste dans une sémantique psychologique, là aussi, voilà, mais si je suis dans une sémantique cognitive, ou que parfois on nomme transcendantale, ça veut dire, c'est le partage de textes, typiquement des textes où il y a des formes de croyances, ok. Je préfère l'appeler des formes de croyances parce que ça embrasse le religieux, mais pas que le religieux. Bah, nous, en musique, on connaît quelque chose de très, très, très parallèle. Je fais un saut en arrière, pardon. Non, on ça viendra maintenant. Donc, grâce à Georges Molinier était un linguiste, comme tous les linguistes qui ont travaillé dans la stylistique, il était obligatoirement ancré dans le langage verbal. Une porte, c'est une porte, un vers, c'est un vers, mais une poésie est une poésie, un roman est un roman, un texte où il y a des exégèses, bah, c'est un texte dans lequel il y a des formes de croyances. Donc, il a reformulé les notions de sémantique en disant qu'il a la sémantique de ce qui peut être exprimable, de ce que je peux dire de façon avec les mots, mais il y a clairement une sémantique de l'inexprimable. Nous, en musique, on est avantagé, pour une fois. Dans la sémantique de l'exprimable, on a la sémantique logique, pour nous, c'est le patch, le code, hein, aujourd'hui, notamment en informatique musicale. Pour ceux qui ont accès à un patch pure data, ou max, ça veut dire une chose et une chose seulement. Hein, on peut traduire un patch vers, par exemple, PWGN, ou vers OP Music, ou vers un JavaScript. Hein, donc, c'est-à-dire, c'est tellement de façon identitaire ou équivalente que je peux le faire dans une plateforme ou une autre. Tandis que la sémantique psychologique est quand l'artiste crée, là c'est lié à la partition, mais crée le patch, crée la partition, il crée le son. Okay? Parce que pour quelqu'un, créer un patch veut dire un certain nombre de choses. Je ferme la porte en claquant la porte, c'est quasiment de l'ordre de la poésie, donc on est dans la création ici. Quand je suis en train de créer quelque chose, je suis dans une forme de poétisation. Je suis forcément dans le poétique, hein, non pas dans le poétique, mais je suis forcément dans une projection de ce que je veux exprimer, indépendamment qu'il soit reçu ou pas. Mais quand je suis de l'autre côté, je suis en train d'interpréter ou la partition ou le son, ok, alors là, je suis obligatoirement dans une forme de croyance. Religieuse, pas du tout religieuse. Beethoven n'était pas un dieu, ok. Mais quand la partition de Beethoven est figée et donnée, et je m'appelle Zimmermann et je dois l'interpréter, ou je m'appelle Martha Argerich et je dois interpréter la même pièce, pourquoi mon interprétation est différente? Parce que j'y vois des choses différentes. Et ça veut dire que j'y crois des choses différentes. Et pourtant la partition reste la même, voire même si je reste dans la métaphore de la partition, la fausse note reste toujours une fausse note. Hein? Et donc je l'interprète d'une façon ou d'une autre, je m'interdis de faire de fausses notes. Hein? Donc c'est quelque part, dans la sémantique psychologique, je ne peux pas tout faire. Je dois respecter des choses. Tandis que dans la sémantique cognitive, ou transcendantale si vous préférez, quand je dis qu'il y a des formes de croyances, je crois que ce do dièse veut dire quelque chose. Et peut-être que pour Zimmermann ça ne veut rien dire, et que pour Martha Argerich, ce do dièse veut dire quelque chose. Mais il y a aussi en musique quelque chose qu'on maîtrise toujours, et de plus en plus, et depuis toujours je dirais, c'est la sémantique de l'inexprimable, hein, c'est la sémantique qui se base par la propagation des émotions et des sentiments. Alors on pourrait dire,
Pierre Boulez, Berriot et Stockhausen, quand ils disaient non, nous on ne peut pas parler de ceci, à leur époque ils avaient raison. Parce que les outils dont ils disposaient ne connaissaient pas les modes heuristiques, ne connaissaient pas la programmation par auto-apprentissage, ne connaissaient pas, il y avait la notion des limites et non pas des frontières. Hein, et donc, une chose était possible ou pas possible. Aujourd'hui, entre l'impossible et le possible, il y a une frontière, il y a une zone dans laquelle il faut choisir. Si on le veut, si on veut le faire tout de suite, si on veut le faire plus tard, et si on veut le faire de plusieurs façons possibles. Donc, la sémantique des lignes exprimables, aujourd'hui, par différentes techniques qu'on verra, est tout à fait accessible, depuis longtemps d'ailleurs, je dirais, en musique. Simplement, on s'était un peu interdit de le dire. Et alors, dans le cadre de l'expressivité, il est fondamental de savoir que, pas seulement on peut s'exprimer avec les critères propres de la sémantique du disciple, okay, donc de ce qui est basé sur une logique, soit binaire, soit de l'ordre du poétique, donc du psychologique, soit de l'ordre du cognitif, soit donc ce qu'on appelle des actes des croyances ou des phénomènes des croyances, okay. Mais en plus on peut le faire sur des modèles, pas seulement corporo-centrés, qu'on a déjà vu, mais sur des modes opératoires qui évoquent et qui stimulent l'émotivité, hein, ou les émotions selon ce qu'il dit Damasio, j'insiste bien, okay, et le côté sentimental, toujours selon ce qu'il dit Damasio, donc de façon opérationnelle. Quand je dis qu'on peut le faire de façon opérationnelle, tout ce qui est opératoire, ça veut dire que je peux le manipuler. Une chose qui est opératoire du moment que je peux opérer dessus, je peux avoir une action concrète, je peux apporter des modifications. Et donc, pour pouvoir apporter des modifications et de les manipuler, je dois m'adresser à la notion de interprétation, parce que si je mets une chose d'une façon ou d'une autre, je dois être en mesure de l'interpréter différemment. Autrement, ça n'aurait aucun sens de la changer. Alors, l'interprétation en musique, là c'est un exemple parce que je m'adresse aussi, et beaucoup, bien évidemment, dans le cadre de ce projet Ariane, beaucoup aux profs de formation ou de culture musicale, hein, qui ont un problème connu, qui vivent, qui n'ont pas, eux n'ont aucun problème, mais qui vivent un problème connu d'adaptation entre la partition qu'on enseigne aux jeunes par le solfège, okay, qui est toujours hostile, comme malgré tous les efforts qu'on a fait, ça reste un phénomène hostile d'apprentissage, et ces tablettes magiques à tactile qui nous permet de faire du rythme en 3 secondes sans même pas savoir solféger un triolet. Donc, du coup, beaucoup d'exemples sont ancrés dans des formes, on va dire, de musique écrite qui permet d'avoir un langage qui peut s'adapter très vite à un langage que les jeunes connaissent aujourd'hui, en tout cas qui vivent aujourd'hui. Donc, ces 5 formes de la sémantique, donc 3 de l'ordre du disciple qu'on connaît depuis toujours, et 2 de l'ordre de l'indicible qui en fait aujourd'hui, alors, il faudrait effacer cette case-là, parce qu'aujourd'hui, au inexprimable, si vous préférez, en fait on peut bien l'exprimer, passe à travers le concept d'interprétation. L'interprétation pour nous, ou ce qu'on appelle aussi la signification, qu'est-ce que ça signifie telle chose? J'évite le mot signification, vous allez voir pourquoi. Parce que l'interprétation se base sur l'interprétation, sur l'encodage cognitif des signes et des symboles. Alors nous, souvent, on utilise le mot signification. Qu'est-ce que ça signifie, hein, même si c'est des symboles? C'est une banalisation du langage. Un signe est un trait, ou on va dire une icône, on peut dire ainsi. Si on prend l'exemple de la ligne, en musique, la ligne, s'il y en a 5, c'est une portée. Si la ligne devient verticale, c'est la barre de mesure. Si la ligne devient verticale, ça peut être aussi la patte des notes. Okay. Si la ligne, on lui ajoute une flèche, ça veut dire arpégié, descendant ou ascendant, ou ça peut dire une flèche aussi qui veut dire d'aller de la position ordinaire de l'archet d'un violon vers le chevalet, donc le ponticello. Donc ça veut dire des choses différentes en fonction du contexte. Le signe le plus connu est la ronde, cette bulle, hein, blanche en l'occurrence ici, qui en fonction de où on la met sur la portée, change de hauteur. Voilà. Donc, le signe est une icône qui change d'interprétation en fonction du contexte. Le symbole, c'est tout le contraire. C'est une autre icône qui ne change pas en fonction du contexte, voire qui redéfinit le contexte. Exemple, cet accord-là, en fonction si je mets ce symbole avant ou l'autre, on interprète de façon complètement différente. La clé de sol, la clé de ut, encore plus évident, définit encore plus le fait que là où je le mets, ça redéfinit le contexte. Le dièse,
Le dièse sera toujours un dièse, ça veut dire rehausser une note. Hein. Le bémol, ça veut dire baisser la note. Le bécard, ça veut dire revient à la hauteur purement graphique, comme s'il n'y avait pas eu avant de dièse ou de bémol, quoi qu'il arrive. Un tel point qu'on appelle les bécards précautionnels. Donc, c'est pour être sûr qu'il n'y a pas eu de bémol ou de dièse avant. Un mezzo piano voudrait dire toujours la même chose. Indépendamment que si c'est pour une trompette qui joue, comme on dit dans une autre vidéo, avec une dynamique donnée, et que la flûte, pour produire le même son avec une note, joue avec une dynamique plus forte, mais l'intensité est la même. Signes et symboles sont ceux qui sont porteurs de la signification. Nous, bien évidemment, on peut dire de la symbolisation, mais là on tombe dans des problèmes de langage épistémologique que je voudrais évacuer. Donc, on peut dire en musique que la signification et l'interprétation des signes et des symboles, et jusque-là, dit Baboni, on avait besoin de toi pour en dire ça. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui va au-delà de l'interprétation des signes et des symboles est exactement ce qu'on appelle l'expressivité musicale. C'est-à-dire, quand Pierre Boulez, Stockhausen et Berio disaient non, il n'y a pas de sémantique musicale, aujourd'hui, le fait de pouvoir, je me remets là, aller au-delà de l'interprétation des signes et des symboles, permet d'avoir accès justement à une interprétation qui on pourrait, en anglais on appelle the meaning. Qu'est-ce que ça veut dire cette musique? Encore une fois, de façon logique, on ne peut strictement rien dire, logiquement parlant, mais de façon expressive, on peut beaucoup dire. Et ceci sera l'objet obligatoirement d'une autre vidéo qui est entièrement consacrée à l'expressivité.